Et merde, on s'en vient avec une calvasse. Bon, ça fait un petit bout que j'ai pas sorti de vidéo, mais j'attendais que le deuxième tour se termine. Donc, c'est un peu un bon moment, non? Donc, on va faire un petit retour sur les séries qui ont eu lieu. On va regarder mes prédictions pour voir si je suis encore tout croche, que je ne connais pas mon basket, ou si je m'en viens pas trop pire. Et on va aborder un petit peu les match-ups qui s'en viennent, puisque on est rendu dans le carré d'as, dans le top 4. Donc, comme d'habitude, on commence ça dans 3, 2, 1. On va commencer dans l'Est. Avant le début de ces séries, j'avais prédit que le carré d'as dans l'Est allait être Milwaukee et Cleveland. Et j'avais prédit aussi que ça allait être Boston-Philly. Donc j'avais eu raison sur Boston et Philly. Et d'ailleurs, j'avais prédit que Boston allait passer. Et c'est plus 1 pour moi, puisqu'ils ont battu les Sixers en 7 matchs. Oui. Et de l'autre côté, Cleveland puis Milwaukee, comme ri précédemment, ça n'a juste pas eu lieu. C'était rendu le Heat et les Knicks. Et j'avais prédit que les Heat, la chaleur de South Beach allait passer. Et c'est fait. Ils ont battu les Knickerbockers de New York en 6 matchs. Commençons ce retour de prédiction avec la série entre les Sixers et les Celtics. Eh bien, j'avais eu raison. Yes, plus 1 pour moi. Les Celtics ont battu les Sixers. Moi, j'avais prédit en 6, mais les Celtics ont été plus gentils. Ils nous ont donné un match de plus aux Sixers et ont donc vaincu les Sixers en 7. Pour parler un petit peu de la série en tant que telle, faut se rappeler que les Sixers menaient la série 3-2, avaient l'occasion d'en finir avec les Celtics à domicile lors du match 6. On se rappelle qu'on avait eu le droit à un James Harden en dents de scie et d'un Joel Embiid aussi en dents de scie, si je peux le dire. Les deux stars ont été inconsistantes et je pense que ça l'a permis aux Celtics de revenir de l'arrière dans la série et de l'emporter dans un match 7, ma foi, tellement dégueulasse à regarder. Moi, je le regardais ce dimanche passé. Je faisais mon changement de pneus. Puis je vous garantis que c'était plus intéressant de changer mes pneus que regarder ce match. Okay? Moi, je prenais pour les Sixers. C'était pas fun du tout. Okay? Harden, il montre encore une fois que c'est pas un joueur de playoff, malgré le fait que le gars a déjà fait une finale. Mais on va se rappeler que lors de sa finale, c'était une troisième option. Okay? Puis Joel Embiid, notre MVP, il s'est fait lockdown par un papy de 57 ans, Al Horford. Malgré le fait que son père était là pour le motiver et qu'il veut gagner une ring parce qu'il sait que le temps avance, c'est pas une raison. Genre, Joel, il a vraiment commencé la série d'une manière dégueulasse au point que c'est PJ Tucker, le cinquième gars de ton starting five, qui doit te shake, qui doit te réveiller, puis qui doit te dire que, ok, t'es le MVP de la ligue, tu dois montrer à tout le monde ce que t'es capable de faire. Parce que le gars semblait dépassé. Ok. Il n'y a rien qui marchait pour lui. Puis là, ok, vers la fin, vers les matchs 5-6, ok, là, on a revu le Embiid qui a mérité son trophée. Mais au match le plus décisif, le gars n'a jamais fait une Finals Conference, n'a jamais fait une finale de conférence dans l'Est. C'était le moment pour show off, pour se montrer. Mais le gars a rien fait. C'est tellement décevant, ok? Puis à la date où je tourne cette vidéo, on vient d'apprendre que Doc Rivers a été congédié. J'espère bien. Ok, on sait que les ligues professionnelles, et surtout la NBA, c'est une ligue où on veut gagner maintenant et que c'est rare des reconstructions qui prend du temps comme un certain Canadien, ok? Et Doc Rivers, ses 3 dernières saisons avec Philly, c'est défaite en deuxième tour, défaite en deuxième tour, défaite en deuxième tour. On se rappelle, ils ont perdu contre le Heat, ils ont perdu contre les Hawks, et là, ils ont perdu contre les Celtics. Vous allez me dire, 2 des 3 équipes que les Sixers affrontaient étaient meilleures qu'eux autres. Je peux le comprendre. Mais quand même à ça, le gars a joué NBA, a gagné une bague en tant que coach d'ailleurs depuis une vingtaine d'années, et est pas capable
de passer un deuxième tour. Ce gars-là est condamné à perdre des leads. Pour garder son record en carrière, le nombre de séries qui menaient 2-0, 3-2, 3-1, qui menait et a fini par les perdre. Ok, c'est pas normal. Comme dans la bubble, c'était le coach des Clippers. Les Clippers menaient 3-1. Puis des certains Nuggies, pour pas rire d'eux, les Nuggets ont remonté ça, ont gagné 3 matchs d'affilée. Merci, bonsoir. Puis après ça, ils sont allés se faire taper contre les Lakers en route vers un chip. Mais j'ai bien hâte de voir qui va reprendre les règnes de cette équipe plutôt. On entend parler de Monty Williams qui était assistant il y a quelques années. Moi, j'aimerais bien ça le revoir. On a vu ce que Williams a fait durant ces années Suns, parce qu'on va en parler plus tard, mais les Suns, malheureusement, c'est également terminé. Mais le gars a mené les Suns 8-0 dans la bubble. Après ça, les a menés en finale NBA. Et mené d'ailleurs 2-0. Mais malheureusement, Giannis avait d'autres plans pour eux. Après ça, first seed dans la NBA, plus de 60 victoires. Et on se rappelle qu'est-ce qui s'est passé contre un certain Luka. Là. On gagnait 3-2 la série et on s'est fait remonter. Mais bon, j'espère que les Sixers vont pas faire un autre reset. Okay? Trust the process, ils l'ont vécu. Ça l'a marché, entre guillemets, pas marché, dépendamment de votre opinion. On avait Ben Simmons dans le process, on avait Jael Okafor, il y avait les Nick Stauskas de ce monde, les Michael Carter Williams. Ok, ça on a move on, on a compris. On sait que Embiid ça a marché. Dario Saric aussi qui était candidat pour le rookie de l'année en même temps que Embiid. Mais on n'est pas capable de passer un deuxième tour. C'est aberrant. Je ne comprends pas. Être un fan de Philly à Philadelphie, j'aurais le goût de... Pow! Pour pas rien dire de trop méchant. Bref, les Celtics, on va en parler en long et en large prochainement, puisqu'on est d'accord, ils ont gagné. Donc, je voulais m'attarder davantage sur les Sixers. Mais bravo à Boston. Ok. Passons maintenant à Heat et Knicks. Dans l'autre série de la conférence S entre le Heat et les Knicks, ça a été Heat en 6 après avoir battu les Bucks qui étaient favoris au titre, selon moi, en 5. Soyons honnêtes, qui avait prédit que ça allait être ça, le match-up en deuxième ronde? Je crois que personne sur Terre avait prédit ça. Si on avait mis seulement 10$ là-dessus, on serait plus ici, on se parlerait plus aujourd'hui. Je serais à Cancun avec Chris Paul, Dwight Howard à Taïwan, etc. Okay? Mais non, cette série-là, c'était tellement le fun. C'était hustle après hustle. On a eu droit à des gros matchs. On a eu le droit à une belle fin de série. Le Heat avait les devants. Et après ça, on a vu Brunson driver à la droite, se faire double team. On veut passer à l'intérieur à Julius Randle. Malheureusement, interception. Et là, ça a été victoire du Heat. Mais chapeau aux Knicks pour leur saison. Chapeau aux Knicks pour les séries qu'ils ont connues. Ils ont quand même donné du fil à retordre plutôt au Heat à de nombreuses reprises. Puis si on fait juste parler au premier tour, oublions pas que plusieurs personnes croyaient que Cleveland allait passer au tour suivant, mais ils ont lessivé Cleveland en 5. Ok? Si on retourne au début de saison, presque personne ne les mettait en playoff. Moi d'ailleurs, je ne les mettais pas en playoff. Je crois que je les avais mis entre 10 et 12, si ma mémoire me fait pas défaut. Mais j'ai une mémoire de poisson rouge, donc je suis pas trop sûr. Mais sincèrement, ça augure bien pour la suite. On a vu que Jalen Brunson était capable d'être un starting point guard, était capable d'avoir la balle énormément avec lui, était capable de remporter des matchs à lui seul. Le petit point guard de 6 pieds 6 pieds 1 de Villanova est autant bon à l'attaque qu'en défense. Ok, il est lourd, il fait rappeler un jeune Calary. Il est dur à bouger. Après ça, on a eu le retour de Julius Randle All-NBA, Julius Randle All-Star.
L'acquisition de Josh Hart qui n'a rien coûté à la trade deadline, seulement un petit pick ici, Cam Reddish et un autre asset. L'évolution de Grimes, de McBride, de Barrett. Bref, ça a été malgré tout une victoire, une belle saison pour les Knicks. Des Knicks qui sont, ma foi, depuis l'ère Randall, les meilleurs Knicks depuis Patrick Ewing et les années 90. Donc, ça l'augure bien pour le futur. Mais c'est le Heat qui a sorti vainqueur avec Jimmy Buckets. Dans l'Ouest, deux très bonnes séries. La première, je dirais, la série de ce deuxième tour. La série qu'Adam Silver voulait et toutes les instances de la NBA entre Warriors de Golden State et Los Angeles Lakers, soit les champions de 2020 et de 2022. On a eu le droit à LeBron versus Curry. Moi, je ne ferai pas de cachette. Je crois que vous savez déjà pour qui je votais. Mais non, je veux pas trop flex, ok? Parce que c'est pas les Warriors qu'on a été habitués de voir ces dernières saisons. Juste comme ça, Iguodala n'est plus le Iguodala Finals MVP qu'on a eu en 2015, n'est plus le Iguodala All-Star, le Iguodala du Death Lineup avec KD. Jordan Poole, on sait très bien que depuis qu'il s'est fait punch par Green au training camp et que le gars fait maintenant des millions, son talent, c'est comme dans Space Jam, il a perdu ou presque. On a juste à se rappeler sa deep shot qu'il a pris lors du match 1, qui était, ma foi, pas une mauvaise shot. Ok, oui, on est d'accord que le gars était loin et que si il avait pris un dribble pour avancer vers la 3 points, il y aurait un close-out, un gars serait sorti sur lui. Mais non, je pense que facile, 75% des joueurs l'auraient pris, surtout dans la génération Curry qu'on est actuellement. Mais on a eu le droit à un Jordan Poole poubelle. Si je me rappelle bien, il y a une stat qui montre Jordan Poole lors du match 1, match 1-2 et les 4 autres matchs. Et le gars a autant de points après 4 matchs qu'au début de la série après 2 matchs. Donc, le gars était absent, autant offensivement que défensivement. Wiggins avait pas joué depuis le All-Star Game, depuis le mois de janvier, pour des problèmes familiales. Donc, le gars est revenu pour taper les Kings et après jouer les Lakers. Mais le gars, oui, c'est bien beau s'entraîner, mais il n'y a pas eu une intensité de match depuis des semaines, voire des mois. Donc, le gars était pas à 100%. Pour Curry, on n'a rien à dire. Il nous a chauffé les fesses. Le gars avait fait 50 points, avait fait un record avant que le record tombe avec Jason Tatum et ses 51 points. Mais le gars, pas besoin d'en parler plus que ça. Le gars, il a fait ce qu'il devait faire. Il a montré qu'il était un all-time great, qu'il était le meilleur tir à 3 points de l'histoire. Bref, period. Green a fait du green. Et Green, on sait très bien que le gars, il fera pas 15 points de moyenne, 20 points de moyenne. On sait qu'il cherche tout le temps Curry sur les pick and roll, les kick-out drive. Il veut trouver la passe, le gars open. D'ailleurs, le gars open était souvent Clay, mais Clay a été absent de cette série, si je peux le dire comme ça. A manqué énormément de tirs ouverts. On l'a peu vu à l'intérieur rentrer pour des drives. Ça a été beaucoup de jumper mid-range, comme il aime le faire en sortie de fadeaway de 1v1. Donc, ça a coûté la victoire aux Warriors, en grande partie à cause de Clay et Poole. On peut aborder le thème du banc qui a été presque pas présent. On a vu les ajustements tactiques de Steve Kerr qui a mis Jamaal Green dans le starting 5. Et après ça, on a passé avec Gary Payton. Mais ça n'a pas été suffisant contre des Lakers, ma foi, en route vers peut-être la bague. Okay? On a vu un Anthony Davis, coup-ci-coup-ça, a eu des gros matchs, a eu des moins bons matchs. On a eu un Brown constant qui n'avait pas besoin de la mettre dedans, de scorer, d'être un score first guy. Mais je ne veux pas trop m'attarder sur eux. On sait très bien qu'on va en parler plus longuement prochainement, puisqu'ils ont battu les Warriors. Mais bon, c'est triste pour les Warriors. Il reste à voir qu'est-ce qui va suivre. Parce que là, Iggy a annoncé sa retraite. Donc, on perd un des membres très importants de
de la dynastie des Warriors, de l'ère back-to-back, de l'ère 6 finales en 8 ans, des 4 bagues, de l'avant KD, de l'après KD. Mais on sait même pas si Green va revenir également. Le gars a une player option. Est-ce qu'il va la prendre? Est-ce qu'il va pas la prendre? À suivre. Mais on sait très bien que Curry, Clay, Poole, Wiggins, c'est signé pour de nombreuses années. On sait qu'il paye énormément au niveau salarial les Warriors. On sait que Bob Myers a énormément dépassé la masse salariale. Donc reste à voir les choix qui vont être faits. Mais selon moi, les Warriors sont loin encore d'être sortis des contenders. On risque de les revoir dans les futures années, voire peut-être Curry remporter un 5e championnat. Mais pour l'instant, on va aller s'occuper de sa femme et de ses 3 enfants parce que c'est Bonbon qui a eu le dessus. Pour la dernière série entre les Suns et les Nuggets, ça a été 2-0 rapidement dans la série pour les Nuggets. Après ça, on est revenu à 2-2. On avait vu Monty Williams faire des ajustements techniques. On a vu... on a enlevé Torrey Craig du 5. Après ça, on a donné plus de temps de jeu aux Russ, Warren, Shamet de ce monde. D'ailleurs, on a vu Shamet sortir un très gros match 4. A connu une très bonne série. A été d'ailleurs... on peut le dire, le 3e meilleur joueur des Suns durant cette série, après Booker, MVP des playoffs, pour l'instant, avec Butler et KD. Mais malheureusement, les Nuggets en ont filé 2 de suite et ont sorti de là avec la victoire. Ok, on fait affaire aux Nuggets qui ont été premiers de leur conférence, qui est une équipe dominante depuis 2018-2019 avec la montée en puissance des Murray, Jokic et Porter plus récemment. Le retour des blessures a énormément paru. Là, on a des Nuggets en santé. Comme en 2020 dans la bulle, les Nuggets étaient en santé. Mais là, on a fait des changements au niveau du roster. On a emmené un KCP qui a été champion avec les Lakers. Jeff Green, le vétéran, qui aime autant shooter et slasher que dans ses années aux Sonics et aux Celtics. On a dit au revoir à Paul Millsap. On a dit au revoir au Will Barton de ce monde, au Gary Harris pour emmener des Aaron Gordon, le rookie Christian Brown, Bruce Brown, qui est d'ailleurs un 6e homme formidable. Et on a vu le collectif, on a vu une équipe vraiment mieux jouer collectivement à l'attaque. Tout le monde a un impact, tout le monde touche le ballon. C'est sûr que quand tu as MVP Nikola Jokic qui distribue le ballon à foison, ça l'aide énormément. Mais également défensivement, les gars sont gros, les gars sont grands. Tu as quasiment 3 pivots sur ton 5 qui peuvent jouer latéralement. On sait que Jokic n'est pas un grand défenseur, mais après ça, si tu l'emmènes dans une situation de pick and roll, tu dois battre Aaron Gordon et Michael Porter Jr. Le dernier, le deuxième, il mesure 6 pieds 10. Puis l'autre, il dunk à la Vince Carter. Puis, les gars avec leur wingspan de fou, c'est comme si t'avais 3 centres sur le terrain. Donc, la défense des Nuggets a eu le dessus sur les Suns. Mais il faut noter aussi que les Suns ont eu des blessés. Okay? Les Nuggets ont remporté la série en 6. Moi, j'avais prédit les Suns. Encore une L pour moi. Après la grosse L que j'ai pris dans l'Est avec Milwaukee et les Cavs. Mais en santé, ça aurait peut-être été différent. Parce que là, on est d'accord, on a perdu notre floor general en Chris Paul. On a perdu notre centre en DeAndre Ayton. D'ailleurs, ces deux-là, plutôt, on ne sait même pas s'ils vont revenir l'an prochain. Ayton avait signé un contrat avec les Pacers avant qu'il se fasse matcher par les Suns. CP3, c'est plus le CP3 des Clippers ou de Nola, voire Houston où on était à un match dans la finale NBA. Donc c'est très dur. Et là, on a des rumeurs à droite et à gauche que Harden pourrait revenir jouer avec KD pour la 3e fois de sa carrière après l'épopée Thunder et l'épopée Nets. Ça pue à Phoenix, sincèrement. Donc malgré l'odeur de poubelle qu'il y a dans l'Arizona, je reste confiant.
ok? On sait que la NBA, c'est une ligue de superstars, d'all-stars, et que quand t'as un gars top 10, voire deux gars, c'est plus facile de remporter un championnat. Et là, on parle ici de Kevin Durant, je vais dire un grand mot, là. On parle de KD, ok? On parle d'un ancien MVP, on parle arguably du meilleur gars en 1v1 de la ligue. Le gars mesure 7 pieds et dribble comme Kyrie, son ancien teammate. On a Booker. Booker s'établit de plus en plus comme étant le meilleur arrière de la ligue. C'est une discussion qu'on peut avoir. C'est débattable avec les Donovan Mitchell de ce monde, les Klay Thompson, les Bradley Beal. Parce que Jimmy Butler, on est d'accord, on le met plus poste 3 rendu à cet état de sa carrière. Mais les Suns, faut pas oublier que c'est une équipe qui a énormément changé à l'off-season. On s'est départi de Bridges, de Johnson, pour aller chercher un joueur all-time. Et après ça, on a fait des signatures qui faisaient du sens, des joueurs à droite et à gauche qui étaient capables de performer, qui ont eu une bonne carrière. Mais on s'entend, en playoff, ça a été plus difficile, l'adaptation. On a vu qu'ils n'ont pas eu énormément de temps ensemble, malgré la fin de saison. Donc, selon moi, on va les revoir l'an prochain avec un nouveau coach. Les gars vont passer du temps ensemble, des nouveaux vétérans. On va avoir droit à un KD et un Booker monstrueux, selon moi, plus qu'on l'a vu durant ces playoffs. Donc, ça pue, mais tu vois, tu changes le sac où tu mets un petit peu de Febreze et ça l'augure quand même bien pour le futur. En NBA, on sait que le futur, c'est une fenêtre d'opportunité qui est quand même pas énorme, mais en date d'aujourd'hui, en date du 16 avril, tu peux dire, genre, l'an prochain, les Suns vont être champions, et tu n'auras pas trop de flèches qui vont être balancées vers toi. C'est sûr que c'est pas les Milwaukee Warriors, Lakers, mais quand même. Ok, on parle d'une équipe finaliste NBA, first seed dans l'Ouest, meilleur bilan de la ligue. Après ça, c'est année plus difficile, mais là on s'en va chercher un all-time great. Donc, faut rester confiant dans l'Arizona. Désolé pour les déboires en off-season, mais on s'entend que le double MVP, Jokic avait d'autres plans. Terminons avec les petites prédictions des finales de conférence. Selon moi, le script de l'NBA est déjà sorti et ça va être la même chose qu'en 2020. La Bubbles n'est pas une exception, ok? On va enlever l'astérix qu'il y a dessus ce championnat, le 17e de l'histoire des Lakers, et on va montrer une fois pour toutes que la COVID n'a pas eu d'impact et que c'est un des plus durs championnats de l'histoire à remporter. Ok? Donc, pour ceux qui ont compris, ça va être le Heat dans l'Est et dans l'Ouest, ça va être les Lakers. Ok? Ok, non, on va arrêter la fantaisie à droite et à gauche. On sait très bien que les favoris dans l'Est et dans l'Ouest, c'est les top seeds. Dans l'Est, c'est les Celtics et dans l'Ouest, c'est les Nuggets. Ok? Mais ce que j'ai dit précédemment, c'est ce que je veux qu'il arrive. Mais ce qui va arriver selon moi, ça va être Lakers et Celtics. On fait un mélange de ce qui devrait arriver et ce que je veux qu'il arrive et ça va être exactement ça. Le pourquoi de ma prédiction, dans l'Est, les Celtics, selon moi, sont rendus les favoris pour gagner le championnat. C'est l'équipe avec le plus de profondeur. Tatum s'est réveillé. On a le droit au meilleur duo de wing player de la ligue. Les deux gars sont en santé. Le roster est en santé. Et faites juste imaginer si Gallinari avait joué cette année. Ça aurait été encore un plus grand clear cut pour les Celtics. Et comme déjà mentionné précédemment dans les dernières vidéos, l'histoire est écrite. Okay? Il faut gagner ce 18e championnat pour reprendre les devants dans l'histoire. Donc, comme je disais, le script a été sorti, a été montré à tout le monde, a été annoncé, et les Celtics doivent gagner pour Bill Russell. On sait que la légende des Celtics, la légende de la NBA est décédée en 2022. Donc, on va aller chercher la 18e bannière. Ça fait 15 ans qu'on n'a pas gagné. On a l'équipe la plus profonde. Tatum s'est réveillé. Brown est arguably la meilleure deuxième option de la ligue. On a le Six Man of the Year. Bref,
Celtics en 7, mais ça va être du bon grit and grind, ça va être une grosse série, ça va rappeler la série entre le Heat et les Knicks, mais avec un niveau de plus, parce qu'on est d'accord qu'il y a une différence entre les Knicks et les Celtics. Et dans l'Ouest, ça va être soit Lakers en 7, moi je dis que les Lakers vont passer et je crois que ça va être le résultat, ou Denver en 6. Mais pourquoi je donne l'avantage aux Lakers? C'est à cause de, entre autres, tes star players sont meilleurs. Oui, on a un Jokic qui a été 2 fois MVP dans les 3 dernières saisons. Mais après ça, il y a un niveau en dessous avec les Murray, Porter, Gordon, comparé à un LeBron, à un D'Lo, à un Davis. Okay? Et on est d'accord que la profondeur est plus présente du côté des Lakers parce que les Nuggets roulent énormément à 6 joueurs. Et après ça, ton 7-8, c'est Brown et Green, mais ne joueront pas beaucoup et ne jouent pas beaucoup. Comparé aux Lakers où on se rend jusqu'à Wayne Gabriel qui donne des minutes pour reposer Davis. On a un Troy Brown qui est un 3&D au même style que Vanderbilt. Donc selon moi, Lakers en 7. Selon moi, on va avoir la finale entre les deux plus grandes formations de l'histoire de la NBA, entre les Lakers et les Celtics. Et on se donne rendez-vous dans une semaine et demie, 2 semaines pour reparler de basket et plus précisément de la finale qui nous attend.